L'Opco Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeux des transitions de l'habitat. Frédéric, bonjour, merci de répondre à cette sollicitation d'interview. Aujourd'hui, on aborde donc le problème de l'adaptabilité dans le logement et donc une réflexion plus élargie sur l'habitat. Donc en tant que directeur d'un bureau d'études, deux questions fondamentales. Déjà, ton point de vue sur cette notion de l'adaptabilité, qu'est-ce que ça représente et comment tu le vis au quotidien. Et ensuite, donc, on va dire, si on devait faire évoluer des choses en fonction, on va dire, des orientations qu'on donne, quelles seraient, toi, tes préconisations pour faire quelque chose qui répond à de véritables objectifs d'adaptabilité? Alors déjà, bonjour, merci de me poser ces questions et de me permettre de participer à cette réflexion. Il y a déjà un problème à mon sens, ou un sujet par rapport à la terminologie, c'est que moi en tant que bureau d'études, quand j'entends adaptabilité, j'ai plutôt tendance à penser PMR ou vieillissement, donc sur vieillissement des occupants, donc sur des sujets qui sont très ciblés et assez connotés, donc avec autour de ça des process, des normes, des réglementations très spécifiques, alors que j'ai l'impression qu'il y a un sujet qui est plus global, qui est comment on fait évoluer le bâtiment pour aller vers de la mixité ou du changement d'usage ou dans toute sa durée de vie. Donc ça, c'est peut-être le premier point qu'il faut trancher. De quoi on parle, de quoi est-ce que tu veux qu'on parle aujourd'hui? Est-ce que c'est de l'adaptabilité, l'adaptation, ou est-ce que c'est d'évolutivité plus globale? Alors c'est justement ce point de vue centré sur les évolutions des modes de vie et des usages qui, alors pas sur l'intégralité du territoire, on est bien clair, mais qui sur certaines parties et dans une réflexion d'approche urbaine, comment on peut répondre on va dire, à ces attentes d'évolutivité, alors soit dans des concepts constructifs, soit dans des concepts réglementaires, soit dans des orientations d'expérimentation qu'on ose un petit peu aujourd'hui. Alors, à mon sens, c'est les trois, parce qu'il faut des expérimentations pour faire des essais. Il faut avoir c'est le droit à l'erreur, il faut qu'on expérimente, il faut qu'on se trompe pour pouvoir trouver ce qui marche bien. Et il faut que ces sujets-là puissent passer dans la commande des maîtres d'ouvrage, et qu'ensuite ça devienne, s'il y a un véritable intérêt sociétal, et que ça devienne de la règle. Donc, si tu veux, il y a les trois parties qui sont nécessaires à travailler. Ensuite, pour moi, le mode constructif est une réponse à la réflexion. Il y a des réflexions qui peuvent se mener. Tu parlais d'approche d'urbanisation. On sait bien que les sujets là, c'est de reconstruire la ville sur la ville. Donc il faut voir un petit peu dans tout ce qui est bâti, c'est-à-dire la ressource qu'on a de disponible des bâtiments, comment on travaille cette évolutivité, puisque a priori c'est bien de ça dont on parle, à l'échelle du bâti existant. Il y a certains bâtis qui sont plus ou moins accessibles en termes d'évolution, notamment sur les sujets de l'acoustique, de la résistance des planchers, de l'incendie, etc., etc. Et du coup, en tant que bureau d'études, quelles sont les difficultés, les écueils possibles dans tous ces enjeux sécuritaires normatifs et comment vous et les architectes, vous pouvez vous projeter, on va dire, dans une intention créative, opportuniste? Alors, je vais séparer la réponse en deux temps. Un temps sur la réhabilitation, parce que pour moi c'est le vrai sujet urbain, c'est la réhabilitation des ouvrages existants. Et puis on va quand même parler du neuf, parce que ce qu'on construit en neuf, il faut prévoir son évolution dans le temps, parce qu'on ne va pas construire pour 20 ans, il faut qu'on construive avec une vision très long terme du bâti. Dans la réhabilitation, j'ai déjà esquissé, il y a plusieurs thématiques qui posent un souci technique.
L'incendie, le sujet, c'est si on passe du logement à un ERP ou de différentes catégories d'ERP. A priori, on arrive à peu près à s'en sortir pas trop difficilement sur des sujets de cloisonnement, sur des sujets de système de sécurité d'incendie, etc. C'est une question purement réglementaire et jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème particulier ou majeur par rapport à ça. Un sujet qui est un petit peu plus délicat, enfin deux sujets qui sont liés en fait et qui sont plus délicats, c'est le sujet de la structure et de l'acoustique. Parce que si on a un bâtiment existant qui a été dimensionné ou pas d'ailleurs selon son âge, avec une certaine charge d'exploitation, si l'usage change complètement et que la charge d'exploitation augmente et qu'on fait une réhabilitation lourde, ça va être compliqué de dire au maître d'ouvrage qu'on lui fait un bâtiment avec un nouvel usage possible, mais des dimensionnements structurels qui ne sont pas à la hauteur d'un bâtiment neuf équivalent. Et le lien c'est notamment la structure de plancher, et le lien avec l'acoustique, c'est qu'en fonction des usages et de la mixité des usages, parce qu'on parle de ça aussi dans un même bâtiment, la question de l'acoustique entre les niveaux va se poser, et c'est traité principalement, là pour le coup, par les complexes de plancher, qui sont donc, là c'est vraiment les grosses difficultés qu'on a à l'heure actuelle, c'est comment on traite ces sujets-là qui sont très mixés d'acoustique et de structure. Alors, en complément de ce que tu dis, de ce que moi je retiens des différents entretiens avec, que ce soit les équipementiers ou d'autres corps de l'acte de construire, il y a effectivement cette notion de technicité pour répondre à des usages dans une polyactivité, pour les gens qui sont, on a vu avec le Covid, à un horaire décalé, avec des vies de famille, donc la mode du télétravail qui arrive avec un rapport à l'espace qui est quand même, on va dire, très quand même lié aux capacités financières d'une superficie disponible par rapport à ça. Mais en même temps, ce que je comprenais, c'est que dans l'habitat existant, on avait, on va dire, deux points qui étaient extrêmement bloquants en termes de réaménagement. C'était la gestion des flux et la maîtrise des fluides. Parce que si je veux faire des redistributions pour, on va dire, ventiler ou faire, on va dire, basculer des pièces d'usage d'un à l'autre, je suis souvent très contraint par la salle de bain, le toilette et puis la notion d'entrée. Ça va être la question du degré de réhabilitation. Si on est sur une réhabilitation lourde, où globalement la plupart des éléments sont déposés et on conserve les éléments de structure, ces problèmes, c'est des problèmes de place pour faire passer les gaines, etc. Mais ce n'est pas un problème de distribution, on trouve les moyens. Le problème se pose quand on touche peu les intérieurs, ce qui arrive aussi dans certains projets, où là, effectivement, ça peut être très compliqué, notamment si on a des vieux ensembles des années 70 de logements collectifs, avec ce qu'on appelle des colonnes montantes, c'est-à-dire où une même colonne va alimenter plusieurs unités d'habitation, et donc il y a plusieurs colonnes dans une même unité d'habitation. Si on change une unité d'habitation en une unité de bureau, par exemple, bureau partagé ou je ne sais quoi, là on a un problème parce que la colonne montante n'est pas prévue pour ça. Et pareil pour les fluides, donc que ce soit les eaux usées ou la ventilation. Donc là, il y a un sujet d'arriver à aller travailler de façon très ponctuelle sur des systèmes individualisés. Mais ça, c'est effectivement une des complexités techniques que l'on va avoir, qui, à mon sens, est quand même moins bloquante que ce dont on parlait avant, particulièrement la partie structure. Dans les expériences que j'ai pu regarder dans la démarche benchmark, on avait beaucoup d'essais sur des transformations de façade qui permettaient effectivement de reprendre des distributions pour éviter de se confronter à ce blocage de la colonne montante. Et en même temps, on avait aussi des essais avec des surélévations de planchers, avec des planchers flottants, qui sont quand même bloqués par rapport à la hauteur normative aujourd'hui. Donc les rapports, le dernier Girometti disait que maintenant il faut passer à 2,72, 2,75 pour avoir et du volume et de la souplesse. Alors c'est évident que la hauteur sous plafond, dans le cas de modification d'usage, ça va avoir un impact important. Quand on est sur la réhabilitation, on fait avec ce qu'on trouve. Passer sur du surplancher technique, c'est pas possible si on est déjà à 2,50 m ou à 2,60 m de hauteur sous plafond. C'est-à-dire qu'on a des hauteurs sous plafond qui sont plus acceptables, même si certaines peuvent rentrer dans la norme, elles sont plus acceptables d'un point de vue de la qualité de l'usage. Dans ces cas-là, on a une qualité d'usage qui est vraiment, vraiment dégradée. Le sujet du passage en façade, ou de la surfaçade, c'est quand on arrive à traiter les questions de rénovation thermique et énergétique. On va venir habiller le bâtiment existant par une nouvelle façade isolante, a priori assez épaisse, dans lequel on peut essayer d'intégrer certains réseaux. Mais c'est une approche qui, encore une fois,
n'est pas forcément généralisable et va se réfléchir opération par opération. Et aujourd'hui, dans les expériences que tu peux connaître ou dont tu as entendu parler, avec les architectes, comment ce sujet de l'adaptabilité se réfléchit? Alors, en réhabilitation, j'ai pas trop de retour d'expérience ou d'expérience à présenter, puisque les projets qu'on a pu traiter, il n'y a pas eu de vrai changement d'usage. On avait traité des projets de réhabilitation lourde ou de réhabilitation, même très performantes, où du coup on transfère on va dire, la production de chauffage collective à des productions individuelles, parce qu'on a baissé de façon importante le besoin énergétique, mais ça ne change pas l'usage. Donc on ne réfléchit pas forcément sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Dans le sujet du neuf, on a déjà nous travaillé, donc dans mon agence, sur ces problèmes-là avec les architectes de façon plus détaillée. On arrive à la deuxième partie de ce dont je voulais parler tout à l'heure. Quand on est dans le neuf, il faut travailler sur la trame. C'est-à-dire que la trame du bâtiment, donc sa hauteur sous plafond et sa profondeur, ça va permettre plus ou moins une adaptabilité, une évolutivité facile par la suite des différents usages du projet. Ce qui induit là pour le coup un vrai travail en amont avec l'architecte déjà sur la forme des unités, donc intérieures, d'où va découler la forme globale du bâtiment, et sur les épaisseurs et sur les choix techniques structurels, parce que, encore une fois, les questions de charge, on ne dimensionne pas pareil un plancher d'habitation d'un plancher de tertiaire, et dans le tertiaire, on ne va pas dimensionner pareil un plancher de bureau qu'un plancher d'archives. Donc tout ça, c'est des sujets qui se traitent dès l'esquisse avec les architectes. Alors ça se passe plus ou moins bien selon la façon qu'on a travaillé avec les architectes. Avec certains architectes, on est habitué maintenant à travailler dès la phase esquisse en partenariat, c'est-à-dire en co-construction des projets. Et dans ce cas-là, ça se passe assez bien. Donc il y a une vraie écoute et on a un vrai partage sur le trait, notamment quand on a des parkings enterrés pour optimiser le nombre de places de parking en sous-sol et du coup faire en sorte que les éléments structurels plombent, ce qui permet de baisser les coûts au final de construction et d'avoir, si on arrive à baisser les coûts, d'avoir plus d'argent à mettre ailleurs pour une meilleure évolutivité, et notamment c'est toujours ces questions de charge sur les dalles. Après, avec d'autres qui sont toujours dans le format de fonctionnement plutôt années 80, où les bureaux d'études étaient plutôt sollicités en phase pro, c'est plus compliqué. Quand on est sur des marchés privés, on peut peut-être négocier des temps d'études, y compris en esquisse, plus ou moins longs. Quand on est sur des marchés publics, moi je suis toujours surpris, je dirais, du temps court qu'il y a justement sur sortir quelque chose qui prend en compte toute cette réflexion. Alors, il y a deux points de ce dont tu abordes. Il y a la question du planning des études, donc combien de semaines on a d'accessible pour faire les phases de conception de la loi MOP, et quels sont les honoraires disponibles et la répartition des honoraires pour que chacun soit rémunéré justement pour le travail qui est réalisé. Sur la question des honoraires, toujours pareil, ça va dépendre de la posture de l'architecte, puisque c'est lui qui est majoritairement le mandataire sur les opérations et toujours sur les opérations neuves. On arrive maintenant avec les architectes avec qui on travaille de façon rapprochée à avoir des honoraires qui nous permettent d'intervenir à hauteur de ce qu'on va amener dans le dossier, très en amont, dès l'esquisse. On a des honoraires maintenant dès l'esquisse. Ensuite, il y a la question du planning, où là c'est très compliqué à faire comprendre en maître d'ouvrage qu'une esquisse d'un projet où il y a des ambitions environnementales, des ambitions de performance énergétique, des ambitions de confort d'usage, des ambitions d'évolutivité, des ambitions, etc., l'esquisse ne peut pas se faire en 3 semaines. D'accord. Voilà. Ça serait un point fort à retenir. Ça, c'est un point fort à retenir. Il faut que les phases études, on prenne le temps, parce que de toute façon, quand on ne prend pas le temps dans les phases amont des phases études, on le paye après, au moment de la phase pro, au moment du dossier de constitution des entreprises, au moment de l'analyse des offres, avec des tonnes de questions, et on paye tout le long du chantier. Comment tu peux imaginer, on va dire, des concepts de formation, des modules de formation, des contenus pédagogiques qui donneraient cet esprit d'ouverture pour rentrer dans de la médiation, partage de la coculture et des accès à des connaissances qui sont aujourd'hui aussi de plus en plus larges. Alors je ne suis plus dans l'enseignement. J'étais effectivement enseignant associé dans une école d'ingénieurs pendant une quinzaine d'années, dans laquelle j'ai participé à développer une formation d'ingénieur complète sur 3 ans, d'ingénieur par l'apprentissage, où ces sujets-là, on les a effectivement abordés, parce qu'une formation par apprentissage, ça a quand même une vision assez professionnalisante. Donc les élèves sont apprentis dans des structures professionnelles, donc sont en lien direct avec le métier. Donc on essaie d'apporter
en plus d'enseignement, on va dire, global, théorique, social, etc., on essaie d'apporter quand même des éléments pragmatiques opérationnels. Effectivement, on a identifié ce sujet du lien avec l'architecte. On a abordé ça de plusieurs façons. Déjà, en amenant des cours de sciences sociales aux ingénieurs. Alors, pas que des cours d'architecture, vraiment des cours de sciences sociales au sens large, parce que c'est des éléments qui sont assez manquants quand on fait des études scientifiques et techniques. C'est quoi la société dans laquelle on vit, comment ça marche la justice, comment ça marche la maîtrise d'ouvrage public, comment ça marche la culture, tous ces trucs-là. Les élèves qu'on voit arriver en école d'ingénieur, ça, ils n'ont pas trop travaillé. Donc s'ils ont un contexte familial plutôt aidant, ils s'en sortent. Ceux qui n'ont pas ce contexte familial plutôt aidant, ils ont un petit peu des œillères par rapport à ça. Donc on a amené des réflexions, des cours sur ces aspects-là, y compris sur des sujets d'histoire de l'art, d'histoire de l'architecture et d'urbanisme, pour leur ouvrir les yeux, pour leur montrer qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a existé. L'histoire de l'architecture, c'est hyper important. Quelle est la réponse architecturale à des besoins qui ont toujours existé, qui sont de se protéger des éléments extérieurs. Après ça, l'étape d'après, ça a été de mettre en place des partenariats avec des écoles d'architecture qui n'ont pas très très bien marché. Alors on a essayé de faire des projets communs avec des écoles d'architecture. Ça fonctionne, mais le problème, c'est les temporalités qui ne sont pas les mêmes dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles d'architecture. Et du coup, le cadencement du projet qui n'est pas très fluide. Donc au final, au lieu de faire du coprojet, il y avait un coup du projet d'archi, un coup de projet d'ingé, un coup de projet d'archi. Donc ça, c'était pas extrêmement satisfaisant. Ça a aidé quand même de côté les jeunes à comprendre un peu l'autre, donc c'est de l'acculturation, mais pas très très satisfaisant. Là où on trouve quelque chose qui va un peu plus loin, c'est sur le diplôme partagé. C'est-à-dire qu'il y a des discussions, des rapprochements très forts avec des écoles où des élèves architectes viennent faire 1 an, 2 ans parfois en école d'ingénieur pour finaliser leur double cursus, et des élèves ingénieurs qui vont faire 1 an, 2 ans en école d'architecture pour finaliser un double diplôme. Si ce n'est que dans la représentation mentale, c'est quand même des métiers totalement différents. C'est des métiers totalement différents, mais ce que l'on voit, c'est que c'est totalement différent et c'est pas les mêmes profils de personnes. Des fois, on voit des élèves ingénieurs qui n'ont pas la fibre extrêmement technique ou extrêmement scientifique et qui au final vont se retrouver plus dans la vision transversale du métier de l'architecte et qui du coup, une fois leur double diplôme, ils vont aller vers plutôt de l'architecture. Et à l'inverse, des fois on accueillait des jeunes d'école d'architecture qui avaient la révélation pour la science et la technique et qui du coup allaient plutôt vers un métier d'ingénieur. Mais même si les métiers sont différents, un jeune, quel que soit son métier, architecte ou ingénieur, qui a passé du temps avec l'autre, il discutera plus facilement sur les projets, il comprendra mieux les interactions et les sujets. Et au-delà de la formation initiale, est-ce qu'aujourd'hui dans la formation continue, donc au travers de tes 20 années d'expérience dans différents bureaux d'études, est-ce que cette expérimentation, on va dire, de rencontres culturelles, elle est visible? Parce que nous, Sinov, tu savais bien, on est un OPCO qui s'adresse aux ingénieurs, les architectes sont dans un autre OPCO, et moi je ne vois pas de convergence dans les formations continues. Alors, moi je suis également enseignant pour les formations professionnelles, dans le cadre de la formation continue. Alors ce qui arrive régulièrement, c'est sur des sujets qui se veulent transverses. Moi, ma spécialité, c'est la qualité environnementale, les performances énergétiques, le confort. Dans les formations sur ces sujets-là, j'ai des publics mixtes. C'est-à-dire que j'ai à la fois des ingénieurs et à la fois des architectes, parce que je suis sollicité par des centres de formation, des centres de ressources, qui s'adressent à l'ensemble des acteurs du secteur de la construction. Donc dans ces moments-là, on arrive à discuter. Alors selon le degré de technicité ou le point de vue de la formation, il y a plus ou moins d'appétence d'une partie ou de l'autre des apprenants, mais c'est des moments où effectivement c'est hyper intéressant parce que moi je suis plutôt sur des méthodes pédagogiques pas trop descendantes, je ne fais pas beaucoup de cours magistraux, donc j'aime bien l'approche par projet. Et quand on a des groupes de stagiaires mixtes, ingénieurs, architectes, et qu'on les fait travailler en groupe de projet sur des sujets transversaux, ça amène une certaine émulation. Et ça, il faudrait le démultiplier. Mais c'est clair que le fait qu'il y ait une décorrélation entre ce qu'il faudrait faire comme partenariat et comme échange au niveau des projets, et l'approche, on va dire, sociétale de ces deux métiers qui sont vraiment très peu liés à tous les points de vue,
ça n'aide pas. Donc ça serait éventuellement une deuxième piste aussi, Oui, tout à fait. par rapport à... C'est-à-dire que les formations professionnelles soient partagées entre les architectes et les ingénieurs. Alors après, ce que je retiens aussi des différents À un certain niveau, entretiens, peut-être. À un certain niveau. ce que je retiens des différents entretiens aussi, c'est finalement la posture du maître d'ouvrage. Alors, c'est souvent un peu méchant en disant que les maîtres d'ouvrage sont un peu incultes, entre guillemets. C'est leur définition. Voilà. Maître d'ouvrage est non sachant, par définition. Par définition, mais bon, c'est quand même un peu dur, parce qu'ils ont quand même une technicité. On est d'accord. Voilà. Il s'avère que quand je regarde pourtant sur des gros projets, j'ai toujours ces mêmes témoignages que voilà, ils ont du mal à rentrer dans l'innovation, ils ont du mal à rentrer dans cet élément de confiance pour aller vers faire autrement. Comment on peut, on va dire, les faire évoluer, renverser, leur donner à voir que c'est possible, que ça ne coûtera pas forcément plus cher, que ça rentre dans un projet politique au sens noble et sociétal, ça serait quoi les pistes? Alors, j'ai pas eu beaucoup d'expériences extrêmement réussies dans une interaction tripartite extrêmement satisfaisante. Et puis, après la maîtrise d'ouvrage, on peut mettre les usagers, la maîtrise d'usage, l'exploitation avec les mandataires. Enfin, on peut rajouter des tas de points de vue. J'ai pas d'expérience extrêmement réussie. J'en ai une qui est particulièrement réussie, avec une petite maîtrise d'ouvrage public de campagne, avec 4 petits villages qui se sont regroupés pour avoir le poids suffisant pour construire une école, et qui était complètement non sachant techniquement, là pour le coup. Ils n'avaient rien à voir avec le métier, mais ils avaient envie de faire une vraie école pour leur village, pour sauver les écoles du village. Ils ont mis très longtemps à faire aboutir leur projet, ils ont porté leur projet pendant 10 ans, et le fait qu'ils aient porté ce projet-là pendant 10 ans, ça veut dire qu'ils étaient à l'écoute de ce qu'ils voulaient laisser aux enfants de leur commune au pluriel. Et ben, c'est le meilleur projet qui s'est passé, parce que à partir du moment où ils ont décidé de nous choisir, on a fait un concours, c'était un concours en loi MOP standard, avec des demandes environnementales assez élevées, parce ils étaient accompagnés avec des assistants à maîtrise d'ouvrage. Ils ont compris que s'ils allaient vers un bâtiment qualitatif, performant, confortable, et bien derrière ils allaient se faciliter l'exploitation et l'usage du projet. Une fois qu'ils nous ont choisis, les échanges en conception ont été très faciles, parce qu'il y avait une confiance. Ils nous ont donné les clés du camion et ils écoutaient. Ils avaient leur rôle, ils tranchaient quand il y avait des sujets, mais ils ont jamais imposé un point de vue sur les on-dit ou quoi que ce soit. Et pourtant, on est allé sur un projet extrêmement innovant, parce que c'est un projet sans chauffage, dans l'Aveyron, en altitude, etc. Donc qui n'était pas forcément l'habitude constructive locale. Donc là, ça veut dire qu'on regroupe quand même le fait qu'on laisse du temps, qu'il y a une maturation, qu'il y a de la médiation avec des démarches conduites de projet. En amont. On peut le faire, je dirais, dans l'industrie, qui est totalement maîtrisée. Mais en même temps, ça m'interroge, puisque donc nous, on est une fédération ingénieur conseil, où on a des métiers de maîtrise d'œuvre et des métiers de maîtrise assistant de maîtrise d'ouvrage. Parce que finalement, ce que tu es en train de décrire, c'est cette instance de programmation qui devrait mieux être réfléchie, non pas pour aller travailler sur un objet à faire, mais sur un service à rendre. Tout à fait. C'est vraiment ça le sujet, c'est que le travail qu'ils ont mené, qui a été extrêmement long de ce que j'ai pu comprendre des échanges que j'ai eus avec leurs assistants au pluriel à maîtrise d'ouvrage, puisqu'ils avaient un programmiste, un assistant à maîtrise d'ouvrage plus transversal, qualité environnementale, et un assistant à maîtrise d'ouvrage plus technique, pour une petite école. C'est une petite école, un budget à 2 millions d'euros, c'est pas l'équipement du siècle. Mais ils se sont entourés des compétences qui leur manquaient pour mûrir la réflexion par rapport à quel équipement était nécessaire à la structuration de leurs petites unités villageoises. Et donc le temps qu'ils ont passé à travailler avec leur conseil, ça leur a permis de designer le service à la population. Et de ce design de service à la population a découlé un programme architectural et technique qui a découlé sur une réponse maîtrise d'œuvre. Et du coup, quand on entend beaucoup, puisqu'aujourd'hui il y a de plus en plus de disciplines qui arrivent autour des métiers de la conception architecturale, on entend hurler, il y a de plus en plus de compétences et on a de moins en moins de moyens pour faire. Donc là, ça s'avère quand même intéressant, et on a quand même un témoignage d'une collectivité qui a fait l'effort, je dirais, de mettre les éléments nécessaires dans le panier de la ménagère pour y arriver. Qu'est-ce que, dans les expériences qu'on a
exemple nous en région PACA, je n'ai pas l'impression que ça soit la culture aujourd'hui de nos maîtres d'ouvrage. Comment on pourrait leur donner à voir que c'est possible? Moi je pense qu'il faut faire de l'exemple, montrer les exemples qui fonctionnent bien. Il y en a peu, il faut réussir à les trouver. Et après la difficulté c'est la taille. Parce que dans les grandes administrations, avec plusieurs étages, plusieurs services, plusieurs directions qui ont leurs intérêts propres, c'est extrêmement compliqué d'avoir l'élu qui porte le projet directement. Là, la chance que nous on a eue dans ce projet-là, c'est que l'élu portait. Et moi je pense que la clé est là. Si l'élu porte le projet, les services derrière ont une ligne à suivre. Si l'élu ne s'intéresse pas au projet, c'est une guerre des services en fonction de son point de vue propre. Donc c'est la difficulté que moi je vois avec les maîtrises d'ouvrage en PACA qui sont de taille plus conséquente, en tout cas celles avec qui je travaille, qu'avec les petites collectivités. En même temps, ça rejoindrait la réflexion qu'on conduit à Sinov autour de la gouvernance, qui fait que si je construis avec un ordonnancement conduite de projet en comité de pilotage, il faut que là aussi je choisisse les bons acteurs. Absolument. Dans les décideurs, de manière à ce qu'ils soient en capacité d'accéder à cette compréhension des enjeux et aussi en capacité de décider, parce que ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'on soit MO, qu'on soit maîtrise d'œuvre, on ne décide pas à la place du maître d'ouvrage. Jamais. Et je vais même plus loin, dans la maîtrise d'ouvrage, les services techniques ne décident pas à la place de l'élu. Donc moi, quand j'ai également des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, je me positionne plutôt sur des projets avec des fortes ambitions environnementales et des fortes ambitions de performance. Quand je démarre un projet, je demande quel est l'élu et quel est son niveau d'implication sur le dossier. Si je n'ai pas la réponse claire et la personne en face de moi qui s'engage personnellement à porter le projet, politique pour le coup, je ne poursuis pas la mission ou je mets des limites à ma prestation parce que je sais très bien qu'aux premières difficultés, personne ne va prendre la juste décision. Donc ça veut dire qu'il y a un travail sur le groupe de projet, sur la gouvernance du groupe de projet. Ça ne veut pas dire que l'élu doit être là tout le temps, mais l'élu doit être informé suffisamment clairement, il y a des étapes clés pour qu'il puisse prendre la décision avec une bonne connaissance des enjeux. Alors c'est pas un piège, rassure-toi, mais pour participer à des jurys de concours et être dans des équipes de maîtrise d'œuvre, moi je suis stupéfait. Alors je suis issu des sciences sociales, peut-être que toi tu n'es pas l'exemple parce que tu parles, tu as une approche conceptuelle intéressante, mais moi je suis stupéfait quand un architecte présente son projet, quand un ingénieur sur un projet explique les solutions. Enfin, je veux dire, il y a un rapport à la communication et à la présentation qui pour moi est à des lumières d'aider le maître d'ouvrage à comprendre ce qui est bien. Alors, oui, alors ça vient particulièrement, moi je pense que l'abandon des auditions dans le cadre des concours en warm-up est une mauvaise chose. Parce que c'est à ce moment-là, c'est pas sur un panneau à 0 là, qu'on peut expliquer une démarche de projet, c'est pas vrai, c'est pas sur une notice technique qui de toute façon n'est pas lue qu'on peut expliquer vraiment ce qu'on va faire. C'est dans la discussion et dans les discussions avec les équipes du groupement où on peut comprendre ce qui se passe. Donc c'est des choses qui reviennent un peu plus avec les procédures en conceptualisation ou les marchés globaux, on va dire, où là il y a des vraies auditions, il y a du dialogue compétitif, c'est-à-dire qu'on peut venir plusieurs fois présenter le projet avec les différentes évolutions. Quand on arrive à ce niveau-là, comme on est obligé de faire le travail oral quand on est côté groupement, maîtrise d'œuvre, entreprise, architecte, eh ben, on est obligé de discuter. Parce qu'autrement, on se tire une balle dans le pied et on arrive à l'oral de façon en ordre séparé. Mais dans tes confrères architectes et ingénieurs, tu trouves que justement cette capacité à présenter, elle est maîtrisée? Alors c'est très difficile quand on est sur des groupements ponctuels. Quand on arrive sur des groupements qui se connaissent mieux, voire des groupements permanents, tu vas me dire que ce n'est pas habituel. Moi, j'ai fait adhérer mon bureau d'études à des GIE, des groupements d'intérêt économique, où on est associé avec des architectes sur des secteurs bien définis et où on s'engage entre nous à aller travailler ensemble de façon permanente sur ces sujets-là. Et bien ça veut dire qu'on co-apprend au fur et à mesure. Donc quelque part, quand on se connaît bien et qu'on fait un bout de chemin ensemble et qu'on fait plusieurs erreurs ensemble, finalement, on arrive à s'en sortir. Il y a même des fois où je vais présenter moi la partie architecturale et l'archi va présenter la partie de solution technique. Parce que c'est notre démarche commerciale vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. C'est les concepteurs associés, un groupement permanent, donc on est en capacité de comprendre exactement ce que fait l'autre et de présenter la partie de l'autre.
Des fois ça fonctionne, des fois c'est du coup incompréhensible de la part du maître d'ouvrage qui n'est pas habitué du tout à ça. Donc c'est un peu un pari que nous on prend, mais on aime bien travailler de cette façon-là parce qu'on s'améliore à chaque projet. Avec les groupements ponctuels où on ne connaît pas forcément l'architecte, ou même on ne connaît pas forcément les autres bureaux d'études, parce que des fois on n'a pas tous les lots, des fois on fait une chose puis une autre, c'est extrêmement compliqué. Et puis après, quand il y a des auditions, il y a le temps de l'audition. Quand on a 15 minutes pour présenter un projet de 15 millions d'euros, c'est trop court. Là récemment, moi je suis à Emo sur un projet d'une cuisine centrale de 6 millions d'euros, qui n'est pas un projet extraordinairement élevé, mais pour la collectivité qui le porte, qui est très élevé. Les premières auditions, qui sont des auditions de négociation, on n'est pas du tout à l'offre finale, on a passé 1h30 par candidat. Donc en 1h30, groupement complet, chacun prend la parole, on interagit, il y a les équipes de maître d'ouvrage qui sont là, on crée un élément de discussion qui nous permet de pointer les problématiques ou les non-dits du projet, et aux équipes de groupement de montrer quel process ils ont déployé, parce que c'est le process qui fait que le projet il va être bien derrière. Du coup, ça vous a laissé le temps d'interroger un peu les ergonomes des groupements? On n'en a pas vu beaucoup, alors qu'ils étaient demandés sur le projet. C'est pareil dans les échanges que j'ai au quotidien, et moi j'ai de très bonnes relations donc, avec les archis par le biais du Cobati, qui fait que je suis assez introduit dans le réseau. On a quand même peu de visibilité sur les ingénieurs dans tout ce qui bouge, dans tout ce qui s'affiche et dans tout ce qui se défend. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, puisque nous on est représentants d'une fédération quand même, pour, quand j'entends le poste président dire oui mais on ne fait plus de l'ingénierie, ça serait bien qu'on refasse de l'ingénierie au sens ingénieur. Alors je ne sais pas s'il faut faire de l'ingénierie au sens ingénieur, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire plus d'architecture. Alors c'est un peu compliqué, mais si on ne va pas, pour revenir un petit peu sur le sujet qui était l'objet de la discussion, qui est l'adaptabilité, l'évolutivité des bâtiments et des logements. Si on n'arrive pas, nous, en ingénierie, à intégrer, à faire un peu d'architecture, et les architectes à intégrer un peu les contraintes techniques et des ingénieurs, on n'aura pas des solutions satisfaisantes réellement. Donc ça, c'est pour moi, il ne faut plus faire d'ingénierie comme dans les années 80. C'est absolument impossible. Il faut qu'on arrive à aborder une autre vision des problématiques. Donc en plus de la formation, on pourrait imaginer faire des trails avec des découvertes nature pourquoi pas, ou de la culture. C'est pas une blague en plus. Non, c'est pas une blague, parce que c'est ce que j'ai mis en place du coup à l'école d'ingénieurs. C'est vraiment ces sujets-là d'ouverture des yeux des élèves ingénieurs sur les sujets culturels, sociétaux, juridiques, etc. C'est des choses qui sont plus faits dans les écoles d'architectes, ou c'est plus naturellement fait dans les écoles d'architectes, c'est jamais fait dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est ça le vrai sujet, c'est qu'une école d'ingénieurs, il y a le côté technique, mais les ingénieurs, c'est les cadres des structures. Ils ne font pas que de la technique, ils font de l'encadrement aussi, beaucoup. Et un encadrant qui n'a aucune vision sociétale, il rate une partie de son boulot. Le vrai sujet, en dehors de la technique, c'est d'arriver à travailler en co-conception très très en amont, et d'arrêter d'être dans le schéma linéaire de l'acte de construire. En conception, au plus tôt on travaille ensemble, et au moins ça coûte cher, parce qu'on arrive à boucler plusieurs fois, plusieurs variantes, plusieurs essais. Si on le fait en esquisse, on n'a pas passé beaucoup d'heures. Si on le fait en pro, tout le monde a passé des centaines d'heures sur le dossier, personne n'a envie de recommencer. Comment réellement associer ce qu'on appelle les sciences humaines dans ces projets, je dirais, de réflexion sur la ville en général? Alors, ça va dépendre de quelle mission on parle. Quand on travaille en amont des projets, donc nous on voit, au plus on est là en amont dans les projets, donc AMO, programmiste, urbanisme, conseil en politique publique, au plus on est en amont et au plus on a d'impact sur les projets. Mais quelqu'un qui est ultra technique et que technique, il ne peut pas faire de conseil en politique publique, parce qu'il va se tromper d'enjeu, il va se tromper de point de vue. Donc je ne sais pas comment on intègre les sciences sociales, mais je peux te dire que pour les intégrer efficacement, il faut les intégrer en amont. Il ne faut pas le prendre. Si on intègre des sciences sociales uniquement dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est raté. Ça ne sert à pas à grand chose à part avoir des honoraires supplémentaires à dépenser. Donc c'est vraiment plutôt, pour ce qui concerne, on va dire, la branche bétique, c'est vraiment plutôt ceux qui travaillent sur l'amont, qui ont un vrai sujet à intégrer les sciences sociales et à valoriser les sciences sociales dans leur approche. Ne serait-ce que pour la prise de décision du maître d'ouvrage. Merci Frédéric. Merci à toi.